Bonsoir, merci de nous suivre à travers le monde et dans les 14 régions du Sénégal. Voici l'essentiel de notre grand journal. Harmonisation des réponses du gouvernement aux syndicats. Un conseil interministériel a été consacré à la question. Pour le gouvernement, c'est une manière de mieux prendre en charge les revendications des centrales syndicales. Ce soir, dans notre page dédiée au Grand Magal de Touba, plusieurs volets, nous allons parler de la sécurité routière ainsi que des hommes de Dieu qui ont marqué le mouridisme. Et puis, en fin de journal, Week-end Sport arrive, du football et du basketball au menu ce soir. Bienvenue. D'abord, cette audience du chef de l'État qui a reçu le tout nouveau Premier ministre malien. Django Sissoko est porteur d'un message du président malien. Les discussions entre les deux autorités ont porté sur les derniers développements de la crise au Mali. Je vous propose tout de suite d'écouter le Premier ministre malien au micro de Radican. Je viens effectivement d'être reçu par son Excellence, Monsieur le Président de la République. Je suis porteur d'un message du président Dioncounda Traoré, à son Excellence M. Macky Sall. On ne peut pas porter un message en ce moment précis de la part du président malien sans parler de la crise malienne. Nous avons effectivement parlé de la crise malienne, mais le président Macky Sall était un fin connaisseur de ce dossier. Donc le président Dioncounda Traoré a tenu à lui porter à sa connaissance les derniers développements du traitement de ce dossier. Le président de la République a très bien accueilli le message et il a prodigué des conseils, fait des recommandations pour un traitement encore plus efficace et plus efficient de ce dossier. Je vous le disais en titre, le Premier ministre Abdoul Mbaye a présidé ce vendredi un conseil interministériel consacré à l'harmonisation des réponses au cahier de charges, au cahier de doléances des syndicats, une nouvelle démarche qui permet au gouvernement de mieux prendre en charge les revendications des travailleurs. Le compte-rendu de Seydina Alunfal. Les centrales syndicales soumettent chaque année les mêmes doléances au président de la République à l'occasion de la fête du travail. Dorénavant, les cahiers des doléances ne seront plus des documents soigneusement rangés dans les tiroirs. Ce conseil interministériel est l'occasion d'harmoniser les réponses aux revendications consignées dans les cahiers de doléances des syndicats. Tous les cahiers de doléances qui étaient fournis par les centrales syndicales ont été étudiés, synthétisés et envoyés aux centrales syndicales d'abord pour validation. Les cahiers de doléances ont été transmis aux différents membres du gouvernement qui sont concernés, au patronat et à tous les partenaires. Et aujourd'hui, le gouvernement était en train de faire le point. À l'heure actuelle, les revendications les plus importantes ont été satisfaites. Les pensions des retraités ont été valorisées. Les salaires des travailleurs ont aussi été augmentés avec la baisse des impôts. C'est près de 29 milliards qui vont retourner aux travailleurs. Une augmentation des pensions de retraite de 10%. Et un travail est en train de se poursuivre pour que les petites pensions à ce niveau aussi soient sensiblement améliorées. Le gouvernement ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Des mesures sont prises pour assister les populations les plus démunies. Dans le cadre des bourses familiales, pour aider les pays, les populations, les familles les plus pauvres à pouvoir disposer d'un minimum de ressources et pouvoir survivre. Le gouvernement donc a pris des mesures qui vont déjà dans le sens de la prise en compte des revendications les plus essentielles des travailleurs. Le gouvernement a opté pour le dialogue avec les organisations sociales et les centrales syndicales. Les négociations sectorielles initiées dans les différents ministères vont se poursuivre, selon le ministre de la fonction publique. Le gouvernement va très bientôt convoquer une commission nationale qui va faire le point sur toutes les revendications des centrales syndicales afin de dégager des solutions réalistes et réalisables. Réhabilitation de la route Passy-Sokone, l'Union européenne débloque 10 milliards de francs CFA. La cérémonie de signature de la convention de financement s'est tenue cet après-midi.
Occasion saisie par les deux institutions pour inviter au respect du contrôle de la charge à l'essieu. C'est pour une bonne préservation du réseau routier sénégalais. Le compte-rendu de Fatou Diouf. L'effectivité du contrôle de la charge à l'essieu permet à l'État du Sénégal d'économiser 34 milliards de francs CFA par an. Et l'Union européenne en a fait une condition avant la signature de cette convention de financement qui vise la réhabilitation du tronçon Passy-Sokone. Coût global des travaux, 10 milliards de francs CFA. La réhabilitation d'un axe routier, et en particulier celui d'un corridor régional, offre des opportunités nouvelles de développement économique. Cet engagement de l'Union européenne s'explique par le fait que les infrastructures deviennent une nécessité absolue pour la consolidation des processus d'intégration régionale et jouent un rôle primordial pour l'accès aux services de base, en particulier pour la santé et l'éducation. Le gouvernement du Sénégal rassure sur la bonne exécution du projet afin de veiller à la pérennité des routes. Le niveau actuel du trafic sur cette route, surtout le transport des marchandises et les attentes très fortes et légitimes des populations plusieurs fois manifestées, justifient la priorité qui lui est accordée et renseigne sur l'urgence des travaux, du démarrage des travaux. La réalisation de cette route exige donc un suivi permanent des travaux afin d'en garantir la qualité et les délais impartis. L'Union européenne, principal bailleur de fonds du gouvernement sénégalais dans sa politique de développement socio-économique, un financement de 84 millions d'euros est prévu dans quelques mois. Parlons santé dans ce journal avec un tour au Centre africain de télémédecine de l'hôpital Fann. Un outil moderne important pour une meilleure prise en charge des malades. Des autorités sanitaires y étaient et elles ont eu droit à des explications et à une séance de démonstration. Ramatadem. L'hôpital Fann enrichi d'un joyau moderne. En effet, il est doté depuis peu d'un centre africain de télémédecine équipé avec l'appui de l'Inde. Un outil plus qu'important puisqu'il s'agit d'un moyen efficace pour les médecins de mieux prendre en charge les malades où qu'ils soient à travers le monde. Une fierté donc pour l'hôpital Fann. Et donc aujourd'hui, la télémédecine permet valablement de pouvoir, par le biais des experts qui sont présents dans les différentes structures de santé, notamment dans les structures de niveau 3, de niveau assez élevé, ont la possibilité d'aider leurs collègues qui sont dans les régions. Les autorités ont voulu constater de visu la magie opérée par les nouvelles technologies, puisqu'avec le Centre africain de télémédecine, le diagnostic vital des patients est mieux pris en charge grâce au concours des médecins du monde qui échangent sur les cas des patients compliqués. Étant entendu qu'il a une vocation nationale, ce n'est pas un service de l'hôpital. Il a une vocation nationale, donc il faut le porter au niveau national. Peut-être que c'est cela, peut-être la tare congénitale de ce service, qui doit rayonner sur l'étendue du territoire, sinon en fait de la sous-région. Il n'y a donc que par la modernité que l'on pourra mieux prendre en charge les populations, surtout ceux des coins reculés. Faute de personnel et d'infrastructures suffisants, le centre de télémédecine pourrait hautement contribuer à sauver la vie de nombreux patients qui n'ont pas la chance d'accéder à certaines structures ou certains professeurs et médecins. Ce centre est logé à Fann, mais c'est un centre de référence national. Bien évidemment, il peut continuer à loger à Fann, mais avoir des missions qui dépassent l'hôpital de Fann, qui dépassent Dakar, qui soient de couverture nationale. Et donc ça suppose qu'au-delà de ce qu'essaie de faire l'hôpital de Fann, que le gouvernement vous aide à achever en 2013. En 2013, il faut que le centre soit totalement achevé. Moi, je vais aller plus loin. Je dirais que d'ici 2016, l'ensemble du pays, les hôpitaux, les centres de santé, les postes de santé, l'ensemble, je ne dis pas 100, je ne dis pas 200, l'ensemble de ces structures, d'ici 2016, devront être connectées. Le Centre africain de télémédecine, un outil moderne pour plus d'efficacité dans le travail des médecins du Sénégal.
Et nous allons à présent à Sinthiou Bamambé et à Bakel, deux localités de la vallée du fleuve Sénégal, où les populations ont pendant 72 heures bénéficié de prises en charge médicale gratuite. L'action est de deux opérateurs économiques proches du chef de l'État, Kalidou Wagué et Mamadou Konté, ont l'ambition d'être au chevet des populations démunies. Voici le compte-rendu d'Abdoulaye Sinkare. Dans cette école de Sinthiou Bamambé, c'est le grand rush. Les populations sont venues voir les médecins de l'action sanitaire pour le Fouta. Ici, les consultations et soins sont gratuits. On salue leur passage et leur présence ici à Sinthiou Bamambé. Nous souhaitons encore qu'ils continuent cette action qui est vraiment une action noble et digne de son nom. C'est une campagne extra vacances. Les pathologies qu'on rencontre ici en général, c'est chez les personnes âgées en général, c'est les lombalgies chroniques, l'hypertension artérielle mal suivie en général. Chez les jeunes, c'est les infections, les petites infections qui deviennent chroniques. Mais bon, on essaie de faire avec les moyens du bord. Ce geste de proche du chef de l'État est salué par le maire de Sinthiou Bamambé. Pour lui, le développement du Fouta doit passer avant tout par une bonne santé des populations. Kalidou Wagué et Amadou Konté ont poursuivi leur action jusqu'ici, à Bakel. Dans cette ville, le district sanitaire a vu son personnel renforcé par des membres de l'ASFO. Aujourd'hui, des populations des villages très reculés ont pu venir assister à ces consultations dans des spécialités différentes, notamment dans le domaine de la gériatrie, dans le domaine de la pédiatrie et de la gynécologie, également dans le domaine de la chirurgie dentaire, ce qui a permis d'avoir un éventail de soins diversifiés, mais également des médicaments génériques qui étaient à leur disposition et surtout des soins qui étaient entièrement gratuits. Pour les natifs de Bakel, ce genre d'initiative est à perpétuer. Au nom de toute la population du département environnant, que ce soit la Mauritanie jusqu'à dans le Djeri, nous remercions et félicitons Kalidou Wagué par rapport à cette initiative et cet acte qui est noble, qui est social, qui n'est pas facile à voir. Et pour moi, c'est une grande première dans ce département. Je suis natif de cette localité. Pour la première fois que j'ai eu à voir cela, et vraiment, il y a eu une participation forte de la population. Sinthiou Garba aussi a reçu cette campagne humanitaire. Pendant 72 heures, les populations de la vallée du fleuve ont pu bénéficier de prises en charge sanitaires gratuites. Les organisateurs ont promis de pérenniser ce geste de haute portée sociale. Le réseau national Islam Santé Éducation réaffirme son engagement pour la lutte contre le sida. Les imams comptent jouer un grand rôle pour stopper la pandémie. Leur combat débute par la sensibilisation contre la transmission mère-enfant. Aline Badarakan. La prière est bien naturellement leur première arme, mais les imams disposent également d'une autre corde à leur arc, le sermon, un atout précieux qu'ils comptent utiliser pleinement pour freiner le sida, notamment la transmission mère-enfant. L'importance des sermons dans la réponse est d'une nécessité capitale. Vous savez très bien que 5 fois par jour, les imams rencontrent les fidèles, des adultes, des jeunes, mais chaque vendredi, mais aussi dans les temps forts que sont la Tabaski, la Tamkharit, la Korité, etc. Les imams, des alliés précieux dans le combat contre le sida, le CNLS leur renouvelle sa confiance. Il est important que les religieux puissent promouvoir le dépistage de toutes les femmes enceintes, parce que si on dépiste toutes les femmes enceintes au Sénégal, nous avons des moyens de prévenir cette transmission. En tout cas, nous, c'était notre vœu et nous comptons vraiment sur l'alliance des religieux. Le partenariat est ainsi reconduit. Le CNLS et les imams resserrent les rangs pour une lutte victorieuse contre le sida. Au mois de mars prochain se tiendra à New York la conférence sur la condition de la femme. Déjà, une rencontre internationale vient d'être organisée au profit des organisations féminines et de la société civile. C'est pour renforcer leurs capacités en vue d'une bonne participation à la rencontre de New York. Ibrahim Ndong. Elles sont toujours d'actualité. Les violences faites aux femmes et aux filles préoccupent au quotidien les organisations féminines. Pour faire face à ce phénomène, une batterie de mesures est préconisée par les différents acteurs. Il s'agit du renforcement de la politique de lutte contre cette situation et de l'élaboration d'un programme d'alphabétisation pour ces dernières, entre autres. Un atelier qui vient ensuite à une autre rencontre sur le mapping des organisations
et aussi les échanges autour de la commission sur la condition de la femme. Cet atelier a comme principal objectif de renforcer les capacités des organisations de la société civile pour faciliter leur participation avant la CSW, mais également pendant la CSW et après la CSW. Dans ce combat, le Sénégal est considéré comme un bon élève. Son engagement à venir à bout de cette pratique est magnifié par les partenaires techniques et financiers, comme l'ONU Femmes. Ce partenariat est très important. Et pour le Sénégal, qui aujourd'hui a engagé plusieurs actions très concrètes dans la région, c'est encore beaucoup plus important pour nous de voir justement que le Comité national de lutte contre les violences faites aux femmes, qui depuis un bon nombre d'années s'engage activement sur cette problématique. Le prétexte de cet atelier est la CCF, la conférence sur la condition de la femme prévue en mars 2013 à New York. La structure est aussi un programme qui cible 10 pays de la CEDEAO. Il s'agit aujourd'hui de voir comment accompagner ces organisations qui ont été choisies au niveau pays dans le processus de préparation de la participation à la commission de la condition de la femme. D'une part, parce qu'il y a tout un processus national qui devra être organisé autour d'un rapport qui sera produit par les organisations de la société civile, mais également qui devra être partagé par le gouvernement. Certes, des résultats importants ont été enregistrés, mais selon les autorités gouvernementales, il reste encore des choses à faire. Les organisations féminines ont intérêt à trouver beaucoup plus de moyens pour renforcer leurs capacités. Renforcer leurs capacités en vue de l'élimination radicale de ce fléau. La conférence sur la condition de la femme est une plateforme qui regroupe 50 organisations féminines. Pour la 57e édition, le continent africain compte bien partager son expertise dans la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles. Le développement des courses hippiques passe forcément par la modernisation de la filière équine. Une nouvelle classification des chevaux vient d'être initiée. Elle repose sur l'âge, la race, la performance. Pour son adoption, de grandes concertations ont été menées. Voici le compte-rendu de Yorosar. C'est le 6 juin dernier que le ministre de l'Élevage avait mis sur pied un comité pluridisciplinaire chargé de proposer un modèle de classification des chevaux de course sur la base de l'âge, de la race, de la performance et des gains. En réalité, il s'agit de se conformer aux dispositions du décret numéro 96-485 du 13 juin 1996 portant réglementation des courses hippiques. Mon département s'est engagé dans la modernisation de la filière par l'apport d'innovations technologiques de nature à engendrer le développement des courses hippiques. Partout dans les sports, je voudrais que vous m'amenez un sport où la classification se fait par la taille. Donc la taille, et puis nos petits chevaux qui battent de grands chevaux. C'est pourquoi derrière le papier, je l'ai appelé Ndama Yagulnyol. Donc la classification, c'est autre chose. Et le législateur le sait. Parce que le législateur nous avait dit classer les chevaux sur 4 paramètres. L'âge, la race, la performance et le gain. Malgré le travail collégial qui a été réalisé par le comité de pilotage sur la base d'une approche participative et consensuelle, des voix se sont élevées pour demander que l'entrée en vigueur du modèle de classification soit repoussée à la prochaine saison hippique. Pour trancher définitivement la question, le ministre de l'Élevage a encore donné une semaine de réflexion aux professionnels des courses hippiques afin d'apporter les dernières corrections au projet proposé par le professeur Sakhir Thiam au nom du comité de pilotage. Une toute dernière réunion de concertation sera convoquée d'ici le 10 janvier pour clore définitivement un dossier qui traîne depuis 16 ans déjà. À partir de là, une stratégie de communication de masse sera mise en œuvre pour informer largement les turfistes et les professionnels du cheval sur le contenu du modèle de classification des chevaux de course qui sera retenu. Un institut expérimental et une ferme agricole pilote verront bientôt le jour au Sénégal. Une convention a été signée entre la mission locale de Saint-Omer, l'ONG Chol Mogra et l'Agence pour l'emploi des jeunes des banlieues. La signature a eu lieu dans le nord de la France à Saint-Omer. Samba Mangane, compte rendu.
Ce geste est un symbole. Cette poignée de main concrétise la signature d'une convention de partenariat tripartite entre l'Agence pour l'emploi des jeunes des banlieues du Sénégal, la mission locale de Saint-Omer et l'ONG Cholmogra France. C'est surtout une volonté politique du gouvernement du Sénégal dont le président a, dès son accession au pouvoir, accordé une place de choix à l'emploi des jeunes dans son programme Yoonu Yokkute. Nous avons exploité ensemble des créneaux porteurs pouvant aujourd'hui permettre à l'ensemble des jeunes Sénégalais d'avoir une formation certifiante, mais aussi d'être insérés dans le milieu professionnel. C'est là où est venue l'idée de mettre en place un institut expérimental des métiers et une ferme agricole pilote intégrée. Mais tout cela rentre dans le cadre d'une orientation claire définie par le président de la République qui a pris l'engagement de porter la jeunesse comme une priorité dans son programme de Yoonu Yokkute. Si cet institut est mis en place, ce sera grâce à l'ONG Cholmogra. Elle a entre autres missions la formation et le renforcement des capacités des jeunes dans différents secteurs d'activité. Son président, grand ami du Sénégal, s'est engagé à rechercher des fonds qui seront utilisés à bon escient. Nous allons tirer les sonnettes pour avoir des fonds européens qui n'ont jamais été demandés. Nous allons les obtenir. Et tous ces fonds européens et français ne passeront que par des ONG qui devront rendre des comptes. Parce que jusque maintenant, on s'est aperçu que les fonds qui ont été donnés à certains dirigeants africains, ils ont disparu sans que le peuple ne soit développé ni que ça bénéficie à la population. La mission locale de Saint-Omer, co-signataire de la Convention, est au service des jeunes et du développement local. Elle permet à tout jeune sorti du système scolaire de bénéficier d'un accompagnement dans la construction de son parcours d'insertion professionnelle et sociale. La signature a eu lieu en présence du chef de mission économique de l'ambassade du Sénégal, dont le ministre conseiller a reçu la délégation avant son arrivée à Saint-Omer. Catastrophe domestique aux HLM Fass dans la journée d'hier. 3 maisons ont pris feu dans ce quartier de Dakar. Pas de perte en vie humaine, mais plutôt un bilan matériel lourd, nous dit Seydina Lundigo. L'extinction des dernières braises d'un incendie qui a touché 3 domiciles dans ce quartier des HLM Fass. Tout est parti de cette chambre de la villa 178. C'est un enfant d'1 an 3 mois qui a causé l'incendie. Il a mis une éponge dans l'encensoir. Puis c'est l'embrasement. Toutes les pièces de la maison prennent feu avant que le brasier gagne 2 habitations voisines. Moi j'étais dans le salon en train de prendre du thé avec mon épouse et les enfants. On est venu me faire savoir qu'il y a un incendie qui a débuté au niveau de la maison voisine. Alors quand je suis sorti, je me suis rendu compte qu'il y avait de la fumée et du feu. C'est ainsi qu'on a essayé de sécuriser d'abord les personnes et les bonbons de gaz, etc. Et ensuite, les enfants du quartier sont venus. Première intervention jusqu'à l'arrivée des sapeurs-pompiers, jugée quelque peu tardive. Il faut qu'ils ont mis un peu de temps. Mais heureusement, les enfants du quartier vraiment ont eu à faire un travail vraiment que je salue. On nous a contactés à 19h03. Nous étions ici déjà à 19h08. On a commencé l'insection. Ensuite, le feu a été vraiment éteint avec des moyens suffisants. Plus de peur que de mal, pas de victimes humaines, mais les dégâts matériels sont conséquents. Au total, 12 chambres ont pris feu. Écologie et environnement dans ce grand journal. Nous faisons un saut au parc national de la langue de Barbarie pour constater l'ouverture d'une nouvelle brèche, un phénomène naturel qui inquiète aujourd'hui autorités et populations locales. Voici le reportage de notre équipe permanente dans le nord du pays, Jérôme Gomis Pabouna Tchao. Vu d'en haut, les 2000 hectares du parc national de la langue de Barbarie offrent un spectacle exotique. Seulement, ce bijou de la nature est fortement menacé par l'ouverture d'une nouvelle brèche sur la bande de terre qui sépare la mer et le fleuve. Actuellement, l'érosion ici, on peut imaginer que c'est de l'ordre de 1800 camions de sable qui partent tous les jours. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que entre 600 et 1800 camions de sable qui partent tous les jours, on n'est pas en mesure de compenser par une action, quelle qu'elle soit, un phénomène d'une force aussi importante. Et donc là, je dis ça parce que je pense qu'il est très important de se mettre
Il faut accompagner la nature, il ne faut pas s'opposer aux forces de la nature, elles sont beaucoup plus fortes que nous. Je veux dire par là que, par exemple, pour la question de la protection de Saint-Louis, Saint-Louis est protégé par un fleuve de sable. Entendez-moi bien, un fleuve de sable, c'est quoi? C'est qu'il y a ces 1800 camions de sable, ils arrivent par la Mauritanie, le long de la plage. Les poissons payent déjà le tribut de ce qu'on pourrait appeler une catastrophe écologique. Une partie de la flore du parc est complètement sous les eaux et les villages aux alentours menacés de disparition. Ici, l'urgence est visible. Ce phénomène-là, si l'État ne préconise pas des solutions, là, ça va dégrader sur tout le long de la langue de Barbarie et il y aura la population locale qui se trouve vers le côté droit, là, qui vont quitter leur demeure. Moi, ce que je suggère en ce moment, c'est que l'État dégage des moyens pour aller ouvrir l'autre embouchure qui se trouve vers le sud, parce que toujours on constate, on dit qu'une embouchure, il s'avance du nord vers le sud. Le parc est menacé, sérieusement d'ailleurs. C'est pour cela l'ASAP, l'Association pour l'appui à la surveillance des aires protégées du Sénégal, en étroite collaboration avec la direction des parcs nationaux et les écogardes, a initié une opération de nettoyage de la berge, parce qu'avec les flux que vous voyez comme ça, la houle, il y a beaucoup de déchets qui sont partis s'éjecter dans le parc national. En partenariat avec la coopération espagnole et sous l'égide de l'UNESCO, l'association de soutien aux aires protégées sensibilise les populations à préserver le parc. Des populations qui, elles, ne souhaitent qu'une seule chose, que le parc qui est aussi leur lieu d'habitation soit sécurisé, bien conservé, car il y va de leur survie. Politique. Moins d'1 an après son installation à l'Assemblée nationale, Souleymane Ndéné Ndiaye quitte le Parlement. L'ancien Premier ministre devenu député a démissionné hier. Convenance personnelle ou raison politique. En tout cas, ce départ de l'hémicycle suscite beaucoup de commentaires, dont celui de notre reporter Ousmane Garifaye. L'affaire pourrait s'agir des tout premiers dégâts collatéraux de la motion de censure. En tout cas, la presse qui relaie l'information évoque la récente initiative des libéraux de déposer le gouvernement d'Abdoul Mbaye comme raison principale à sa spectaculaire démission. Mais pour les analystes politiques, ce départ précipité de l'hémicycle traduit un signe extérieur de malaise dans le Parti démocratique sénégalais. En jetant l'éponge au bout seulement de 7 mois de députation, le soldat libéral perce la ligne de front qu'il s'était tracée vis-à-vis de ses frères d'armes depuis la chute du régime. En plusieurs occasions, l'homme a réaffirmé son ancrage dans le Parti libéral, mais sa trajectoire politique et ses prises de position parfois tranchées le classent par moments en marge de la ligne de conduite édictée par le parti, faisant de lui la cible privilégiée de francs-tireurs embusqués dans certains coins de sa formation politique. Réputé proche du chef de l'État Macky Sall, le dernier Premier ministre d'Abdoulaye Wade se prévaut d'une carrière politique remplie. Directeur de cabinet du président de la République, ministre, Premier ministre, député, il a gravi tous les échelons dans l'attelage gouvernemental et son parti. Avec cette démission, il devient le 3e parlementaire à claquer les portes de l'hémicycle après Talasila en 2001. Deux questions à plusieurs inconnus. S'agit-il là d'une simple mesure de principe au regard de son statut d'ancien Premier ministre, ou est-il en train de poser les jalons d'une rupture définitive avec le Parti démocratique sénégalais? En tout état de cause, le soldat est en poste avancé pour faire éventuellement sauter le dernier verrou qui lui ouvrirait les portes d'une carrière politique dont il serait son propre maître. Politique toujours avec la création d'une nouvelle coalition. Elle se nomme Defar Sa Réew et elle porte l'empreinte de Maître Mbaye Jacques Diop, l'ancien maire de Rufisque et président du PPC, compte construire une opposition républicaine. Déjà, il prône un débat politique responsable. Cheikh Ahmadou Bamba Gueye. Composée de 10 formations politiques, la coalition Defar Sa Réew n'entend pas être une opposition systématique au président de la République, bien qu'elle ait eu à déplorer la dégradation des rapports entre la majorité et l'opposition. En clair, Maître Mbaye Jacques Diop s'inscrit dans une opposition républicaine et n'exclut pas un partenariat avec l'APR. Quand nous irons aux élections locales, par exemple, si dans une ville donnée, à Pikine, à Guédiawaye, à Ouakam, à Yoff, encore à Rufisque, à je ne sais pas où, nous constatons ensemble, nous, acteurs politiques, que dans ce coin-là, c'est l'UDSR qui est plus représentatif que l'APR. À ce moment-là, on fait un partenariat. Par exemple, on dira, on donne 10 conseillers, 10 investis au titre de l'UDSR et 5 ou 6 au titre de l'APR. Et ensuite, vice-versa. Si dans un autre coin, l'APR est plus fort ou plus représentatif, on donnera à l'APR 15 ou 20 et on donnera au parti de choses 2 ou 3.
et on formera une coalition électorale pour la circonstance. Pour autant, on n'est pas intégré à l'APR. Pour coller à l'actualité, le président de la coalition des Farceréo s'est prononcé sur le débat du délit d'offense au chef de l'État. Maître Bajak Diop estime qu'il faut du respect au chef de l'État et se dit être en phase avec lui. Nous ne sommes pas pour que le président soit offensé. Mais nous ne sommes pas pour aussi que quiconque soit offensé. Quiconque ne doit être offensé. Tout ça est prévu par la loi. Les gens ont des droits. Donc, nous sommes pour la protection du président de la République. Il faut qu'il soit protégé, qu'il soit immunisé. Parce que le président ne parle pas pour lui, ne parle pas aussi pour son parti. Ça aussi, il faut bien qu'on le comprenne. Le président a la voix du Sénégal. Convaincu qu'aucun parti politique ne peut à lui seul briguer la magistrature suprême, Maître Bajak Diop et ses camarades comptent également participer aux élections locales de 2014 avant la grande échéance de 2017. Nous ouvrons notre page dédiée au Grand Magal de Touba en parlant de sécurité routière. À 4 jours de l'événement, la direction des transports terrestres fait le terrain. Elle a entamé une campagne de sensibilisation pour atteindre l'objectif zéro accident. Première étape de cette campagne, gare routière Pompier. Notre reporter Oumou Baldé était sur place. Pompier est un symbole dans le transport routier au Sénégal. Ici dans la gare, se mène depuis ce jeudi une campagne contre les mauvaises conduites sur les routes. D'emblée, je dirais que nous avons un objectif d'accident zéro. En ce qui concerne les départs de Touba vers Dakar ou Dakar vers Touba. Pour y arriver justement, les autorités misent sur la sensibilisation. La démarche est de réunir les chauffeurs et d'insister sur les consignes d'usage. Maintenant, on a un nouveau centre moderne de contrôle technique. Donc tous les véhicules doivent passer là-bas. Comme ça, ils pourront savoir, en dehors des 3 organes qui sont vérifiés, les freins, la direction et la lumière, qu'est-ce qui ne va pas au niveau de leur véhicule pour qu'ils puissent prendre les dispositions. Nous avons donné au niveau de la gare routière de Pompier des triangles de présignalisation parce qu'il est arrivé que des véhicules qui tombent en panne, avant de dépanner, causent des accidents. Et nous avons vu que certaines fois sur la route, on met des pierres, on met des pneus, on met des branches d'arbustes. Nous leur avons donné des triangles de présignalisation pour leur permettre de respecter le code de la route qui dit que chaque véhicule doit détenir 2 triangles de présignalisation en cas de panne, un à l'avant, un à l'arrière à des distances réglementaires. À côté des actions que mènent les pouvoirs publics pour sensibiliser sur les accidents, des Sénégalais de bonne volonté se sont organisés. C'est le cas des bénévoles regroupés au sein de l'association Lampefal. Leur mission consiste à réparer sans contrepartie les véhicules des pèlerins sur l'axe Dakar-Touba. La main-d'œuvre est gratuite et on va mettre à la disposition des automobilistes un numéro vert où ils pourront nous joindre en cas de panne. C'est tout simplement notre contribution à l'œuvre de Serigne Touba. Pour un pèlerinage sans accident, la prévention est de rigueur, préparer son véhicule et surtout s'arrêter régulièrement. La règle est de faire une pause toutes les 2 heures. Par rapport à ce grand rendez-vous religieux, ce communiqué du ministère des Infrastructures et des Transports à l'occasion du Grand Magal de Touba, prévu le mardi 1er janvier 2013, les véhicules sénégalais de transport public et privé de personnes ayant une police d'assurance et un certificat d'aptitude à la visite technique en cours de validité sont autorisés à circuler librement sur les itinéraires aboutissant à Touba et autres durant la période du 25 décembre 2012 au 8 janvier 2013 inclus. Les autres véhicules utilisés occasionnellement pour le transport des pèlerins peuvent bénéficier d'autorisations exceptionnelles de supplément de places délivrées par les divisions régionales de transport terrestre après avoir satisfait aux dispositions suivantes. Aménagement adéquat pour le transport de personnes, un certificat d'aptitude à la visite technique en cours de validité et une attestation d'assurance couvrant les personnes transportées. Signé le ministre des Transports, des Infrastructures et des Transports.
Ce soir, nous vous parlons de l'un des premiers disciples de Cheikh Ahmadou Bamba. Cheikh Issa Diène était au premier rang dans tous les grands travaux entrepris par la communauté mouride. C'est le cas lors de la construction de la grande mosquée de Diourbel. Laïré Diop. La grande mosquée de Diourbel, elle domine de sa splendeur la capitale du Baol. Le chef-d'œuvre architectural porte l'empreinte de Cheikh Issa Diène. C'est à lui que Cheikh Ahmadou Bamba avait confié les travaux de construction. C'est que Cheikh Issa Diène a été au premier plan dans toutes les entreprises initiées par la communauté mouride. Travailleur infatigable, il a aussi beaucoup contribué à la construction de cet endroit-ci à Kergoumak, où Khadim Rassoul a été rappelé à Dieu en 1927. Comme le fondateur du mouridisme, les origines de Cheikh Issa Diène mènent au Fouta. Sa rencontre avec Serigne Touba et son aura avait été prédite à son père, Ibrahima Diène, par un marabout du nom de Amadou Racine Niane. Au quartier Ndiéné à Touba, où réside sa descendance, on se plaît à remonter le temps et à raconter les liens forts qui unissaient Cheikh Issa Diène à Cheikh Ahmadou Bamba. C'est à Darou Khoudoss que Cheikh Issa Diène a fait acte d'allégeance à Serigne Touba et au terme d'une journée de travaux champêtres effectuée après l'acte d'allégeance, il a reçu les remerciements du saint homme qu'il a ensuite élevé au rang de cheikh. Un insigne honneur qui montre les qualités que Serigne Touba avait vues en lui. Le fondateur du mouridisme lui a ensuite demandé de s'installer à Tagar, où Cheikh Issa Diène s'est illustré dans la pratique religieuse, le travail et la collecte de Addiya pour son vénéré marabout. Un code de conduite que Cheikh Issa Diène a continué à appliquer à Ndiéné Lagane, le village qu'il a fondé un peu plus tard. Cheikh Ahmadou Bamba ne manquait pas de citer Cheikh Issa Diène comme modèle à suivre à l'image de Cheikh Ibrahima Fall. Cheikh Issa Diène repose à Touba, à une place que Serigne Touba avait définie bien avant sa disparition comme une porte proche du paradis. Aujourd'hui, ses descendants perpétuent son œuvre. Ils ont la noble mission de gérer le cimetière de Touba, l'endroit où tout mouride souhaite avoir une dernière demeure. Entre Cheikh Ahmadou Bamba et la Guinée, c'est toute une histoire. Le fondateur du mouridisme avait des relations particulières avec Almami Samori Touré. Aujourd'hui, ces relations sont consolidées par les petits-fils. Justement, nous faisons connaissance avec eux, avec nos envoyés spéciaux en Guinée. Massiré Faye, Cheikh Bamba Gueye. Entre la famille de l'Almami Samori Touré et Cheikh Ahmadou Bamba, c'est une longue histoire. Une histoire entre un homme de Dieu et un chef de guerre dans une mission d'islamisation. Et Serigne Fallou Boussou, qui s'est déplacé avec l'autorisation du khalife général des Mourides, a été reçu par le doyen et petit-fils de l'Almami, Mohamed Lamine Touré. Mohamed Lamine Touré, 89 ans, a été plusieurs fois ministre dans le gouvernement du président Sékou Touré. C'est un grand honneur pour la famille Touré aujourd'hui, comme ce le fut il y a plus de 100 ans déjà, de recevoir au cours de cette réunion un des descendants de l'illustre Cheikh Ahmadou Bamba qui a entouré notre grand-père des honneurs de l'islam après sa mort en priant sur son corps et en faisant honneur à la dépouille d'un homme qui toute sa vie a lutté pour le rayonnement de l'islam en Afrique de l'Ouest. C'est un hasard, et cet hasard, nous le considérons comme quelque chose de béni. C'est dans ce mausolée que Samori Touré a été par la suite enterré. Ses restes ont été rapatriés par le président Ahmed Sékou Touré, lui aussi qui repose à côté de son grand-père, l'Almami Samori Touré. Pendant qu'il se trouvait à Ndiolé au Gabon, l'Almami, qui écrivait le plus souvent au cheikh qui était à Lambaréné, lui avait demandé de prier pour lui après sa mort. À sa mort, justement en 1900, cette prière mortuaire faite malgré la distance et appelée le Salatul Hayyib a été faite par Cheikh Ahmadou Bamba pour son ami et frère Samori Touré. gise bi xëy na amul ci zahir waaye nag gisante nañ ci baatum te it fasalante nañ itam maanaam amoon nañ itam ay diggante ci wàllu kóllëre ak cofeel goo xam ne lépp li ko laloon rek mooy yàlla ak it diine jiñ bokk muy dégg nga lislaam. vers 1900 maanaam lu jiitu Samori di génn àddina tuuti fekk na mu am rapport ak sëriñ bi fekk na déggante nañ ba doon jokkalante ay bataaxel ak i lettre ci la Samori binde benn lettre sëriñ bi di wax ni nga xam ne noonu la amee ci moom yaakaar ak ni mu ko bëggee ak it ni nga xam ne mooy bëgg-bëggam ci bu yàlla dogalee tey mu génn àddina mu man koo taxawu ci maanaam ñaanal ko daal wala boog jullee ko waaye booba sëriñ bi li mu ko tontu ci liñ gëstu ñun ci histoire bi moo di def ko ne loolu nga ma wax nongul naa la ko bu baax a baax te dinaa ko def lu ma man waaye dama bëgg nga xam ne
fii ma nekk ci Lambaréné li ma fi téye mooy li nga xam ne moo la téye foofu ci Njole ba wax nañ ne bi nga xamee ne Samori almaami Samori nelaw na ci 1900 bi ko sëriñ bi yëgee au lieu muy dem Njole parce que booba xëy na mënu ko woon ndax amoon na gàllankoor ci wàllu diggam ak tubaab bi dafa daal di génn ba ci benn bayal bu yaatu mu def fa li ñuy tuddee salaatul ghaib mooy nga jullee néew boo xam ne nekku fi tiimoo ko te loolu lu am ci la ci lislaam ndax jàng nañ ci histoire ci sallallahu alayhi wa sallam yonent bi ne defaloon na ko buur bu ñu wax Najaasi muy Négis bi mu nelawee mu daal di koy jullee bi ñu ko laajee la wax ne almaami Samori moo génn àddina waaye nag wax na ji ne ginnaaw bi xam ngeen ne Cheikh al Khadim mujj na dem Njole ci kaw ay tuuma yoo xam ne wala ay kalaame yoo xam ne benn tubaab moo ko kalaame woon ba ñu ko doon woo muy baagante diggante Lambaréné ak Njole ngir wuy ji ci benn tribunal militaire boo xam ne moo nekkoon foofu ci kaw loolu nag ci la demee ba tiim xabru Samori ba ñaanal ko ba fa tabarakallahu la mu bëggoon mu defal ko. Depuis lors, les liens ont été gardés et consolidés. Serigne Fallou Bousso a ensuite rendu visite à la famille du feu président Ahmed Sékou Touré. Adja Nyunkumba Touré, jeune sœur du défunt président, a beaucoup salué et magnifié ce geste du khalife général des Mourides représenté par cette forte délégation. Une démarche vivement saluée aussi par Mohamed Touré, fils du président Sékou Touré, qui a remercié également le khalife général des Mourides. Mohamed Touré de rappeler l'admiration que son père vouait à Cheikh Ahmadou Bamba et à sa famille, comme en témoigne ce voyage à Touba. Après ce voyage à Touba, Mohamed Touré rappelle que son père a même donné à la 17e promotion de l'université de Conakry en 1982 le nom de Cheikh Ahmadou Bamba. Voilà 5 ans, jour pour jour, que disparaissait Serigne Saliou Mbacké. Il fut le 5e khalife général des Mourides et son œuvre est inscrite en lettres d'or dans les annales de l'histoire du mouridisme. Retour sur la vie de l'homme de Dieu avec Habib Mbaye. La communauté mouride était tellement attachée au dernier fils de Cheikh Ahmadou Bamba sur terre qu'elle a voulu l'immortaliser, lui donner une vie éternelle par un leitmotiv de prière quotidienne, collective et individuelle, très populaire. Yàlla na fi yàgg te wér, c'est-à-dire longue vie et bonne santé, faisant fi parfois de l'immanence de ce décret divin qui met fin à toute vie sur terre, Kullu nafsin za'iqatul maut. Serigne Saliou Mbacké, à l'instar de la meilleure des créatures, Seyyidina Mohamed, paix et salut sur lui, de son serviteur Khadimou Rassoul, ainsi que tous les hommes de Dieu, ne pouvaient déroger à ce passage dans l'au-delà. Son séjour terrestre de 92 ans, il l'a abondamment rempli de bonnes actions. En 1990, alors qu'il venait d'accéder aux fonctions de khalife général des Mourides, sa première déclaration a sonné comme un couperet. Un discours mémorable où il a d'emblée indiqué que, hormis l'islam et par conséquent la gestion de l'héritage de Serigne Touba, rien ne saurait retenir son attention, encore moins susciter de sa part commentaires ou directives quelconques. Dans cette entreprise colossale de sauvegarde des valeurs islamiques, Serigne Saliou a su faire preuve de désintéressement pour ce bas monde, avec une modestie non feinte, une générosité sans limite, une piété cristalline qui lui ont valu une estime notoire de toute la Oumma islamique. Grand producteur, il était très attaché au travail au point de mettre sur pied des daras, Agot, Ndiapandal, Ndiourul et Ndoka avant même son accession au khilafa. Mais le sommet du dévouement au travail sanctificateur a été Khelcom, cet énorme projet agricole de 45 000 hectares qui a fini de convaincre sur la grande ambition de développement du 5e khalife de Bamba. Très attaché à la ville sainte de Touba, Cheikh Salih a marqué de son empreinte de nombreuses réalisations avec de grands projets d'urbanisation qui lui avaient permis de viabiliser 100 000 parcelles offertes gracieusement aux disciples, sans compter les projets routiers, de canalisation et d'électrification pour la ville sainte. Comme pour dire qu'aller à Touba sans voir l'empreinte indélébile de cet homme de Dieu dans la ville, chez les hommes, surtout les enfants qu'il chérissait tant, est une chose rare. Serigne Saliou sant naa ko bu baax ndax lii ma sol moo ma ko jox
te daara ja ku fa nekk ku santu Serigne Sall da nga gorewul ndax daara ja ku fa guy jóge da nga lekk ba suur doo yarwaane doo def dara lépp yaa loo bëgg rek mu ngi sawet man sama waajur yóbbu na Serigne Sall jàng naa alxuraan jëli naa fab yar inna ibadi laysa laka alayhim sultaanun ayyasamini Allahu inda. Hommage à Serigne Saliou Mbacké qui est disparu il y a maintenant plusieurs années. Il était le cinquième khalife donc du mouridisme au Sénégal. Retour sur le 6e forum et gala du FOGECA. Plusieurs pays africains ont pris part aux manifestations. L'invité d'honneur de l'événement était le président Denis Sassou Nguesso. La soirée de gala s'est tenue le week-end dernier et a été présidée par le ministre du Tourisme. Le compte-rendu d'Awa Ndiaye. Cette année, le parrain du FOGECA est le président Denis Sassou Nguesso. Un avion spécial a été affrété par le président congolais. La délégation a été conduite par le ministre d'État, ministre des Transports, de l'Aviation civile et de la Marine marchande à Dada. Le président de la Guinée équatoriale, le professeur Obiangema Mbasogo, a aussi envoyé une délégation conduite par le ministre de l'Information, Augustin Zé. Dakar, cette grande ville africaine chargée d'histoire, abrite aujourd'hui le 6e forum des opérateurs pour la garantie de l'émergence économique en Afrique sur le thème « Le partenariat public-privé dans une nation en voie d'émergence est tout un symbole ». Je ne ferai que transmettre à mon président vraiment tout ce qui a été fait et qui a été dit ici au Sénégal sur lui. Je vous en suis très reconnaissant et je vous dirais que le président Obiang, nous en Guinée équatoriale, nous le considérons un visionnaire. Parce que notre pays, je l'avais dit hier, dans les années 60 et les années 70, et même dans les années 80, était considéré le pays le plus pauvre de l'Afrique. Plusieurs pays invités se sont distingués lors du 6e gala du FOGECA. La Guinée, le Togo et plusieurs opérateurs économiques africains étaient présents. Le thème retenu pour l'édition 2012 est le partenariat public-privé, la problématique du transport aérien en Afrique. Les conclusions du FOGECA ont été lues par le professeur Edmond Jouve, académicien des sciences d'outre-mer. À l'issue des débats, le forum a retenu les recommandations suivantes. 1. Le FOGECA doit intégrer davantage dans sa démarche son rôle d'interface entre les différents acteurs du PPP. 2. La nécessité d'une meilleure implication de la société civile dans son rôle de monitoring en phase avec les principes de la bonne gouvernance, nouveau credo des autorités gouvernementales. Le FOGECA est un groupement d'opérateurs économiques à vocation sous-régionale et continentale. Notre ambition est de réunir les opérateurs économiques du continent autour de l'objectif du développement de l'Afrique et de l'idéal des États-Unis d'Afrique. Dans ce cadre, nous poursuivrons en 2013 la dynamique d'élargissement de la base continentale de notre organisation. Le président Denis Sassou Nguesso et le chef d'État de la Guinée équatoriale se disent prêts à accompagner le FOGECA dans toutes ses démarches. Le gouvernement était représenté par le ministre du Tourisme Youssou N'Dour. Plusieurs entreprises et personnalités ont reçu des distinctions, dont l'ancien directeur général de la RTS, M. Babacar Diagne. Week-end sport, comme tous les vendredis soirs, la sportive. Koumba Diakhatemar, bonsoir. Bonsoir Tierno. Bienvenue, nous parlons d'abord de football avec le tournoi du Parlement qui a démarré cet après-midi. Avec les demi-finales et à l'issue de ces demi-finales, Djambar et HLM sortent victorieux de leur duel. Djambar a éliminé le champion en titre, le Casa Sport, par 1-0, alors que HLM s'est imposé devant Tenguedj au tir au but 4-3. Nous y reviendrons d'ici la fin de ce journal des sports.
Alors, pour la Coupe d'Afrique 2013, il y aura des arbitres sénégalais. Et du coup, le Sénégal sera présent à la Coupe d'Afrique des Nations, 29e édition, à partir du 19 janvier en Afrique du Sud. La Confédération africaine de football a désigné 3 arbitres sénégalais. Il s'agit de Badara Diatta de l'Accra de Ziguinchor comme arbitre central et de 2 arbitres assistants, Djibril Kamara et El Hadj Malik Samba de l'Accra de Dakar. Dahaba nous en dit plus. Un concours fortuit de circonstances pour ce trio d'arbitres de la dernière finale de la Coupe de la Ligue sénégalaise de foot pro. Les 3 ont été désignés par la Confédération africaine de football pour la 29e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Le plus capé d'entre eux, Badara Diatta, l'arbitre du dernier match de la CAN 2012, va vers sa 5e participation. Personnellement, je m'y attendais. Bon, déjà que je suis candidat pour la Coupe du Monde 2014 au Brésil. Et aujourd'hui, moi, je n'ai pas le droit de faire moins. Autre sifflet sénégalais à la CAN, Afrique du Sud 2013, l'arbitre assistant l'Accra de Dakar, Djibril Kamara. En 2012, il avait fait 3 matchs dans un quart de finale. Sa désignation est la suite logique d'une carrière entamée en 2000. C'est une continuité tant qu'on est sur la bonne voie, tant qu'on est performant. On n'a pas de surprise à se faire. El Hadj Malik Samba va à la découverte de la grand-messe du football africain. Le pensionnaire l'Accra de Dakar est un habitué des terrains d'Afrique. Il a eu à faire les éliminatoires de la 29e édition de la CAN. C'est toujours des matchs qui sont très chauds. Donc si vous avez à officier pour ces genres de matchs, je crois que c'est suffisant pour avoir de l'expérience pour officier pour une phase finale de la CAN. Les 3 arbitres sénégalais désignés par la CAF reviennent d'un stage de formation pour la Coupe du Monde Brésil 2014. La CAN Afrique du Sud 2013 constitue un tournant décisif dans leur carrière. Bon, mon rêve, c'est d'aller jusqu'en finale. Sur le plan physique, sur le plan mental, il faut avoir un mental de fer en tant qu'arbitre. Il faut avoir un bon niveau intellectuel. Des ambitions légitimes, mais les conseils de l'aîné ne sont pas de trop. Les équipes arrivent avec beaucoup d'envie pour gagner et que nous, on est là pour canaliser un peu tout ça. Donc vous voyez un peu la responsabilité qui pèse sur nous, surtout le sérieux, la concentration, c'est ça qui prime le plus. Les représentants du Sénégal à ces rendez-vous du football africain quitteront Dakar une semaine avant le coup d'envoi de cette CAN 2013. Ce trio va certainement consoler les Sénégalais qui ne verront pas leur équipe nationale. Ah oui, qui n'iront pas en Afrique du Sud à partir de janvier. Et du foot, nous passons à l'athlétisme. Avec la championne d'Afrique au marteau Amicenne en séjour au Sénégal, l'athlète sénégalaise est revenue sur sa contre-performance au JO de Londres. Amicenne se réjouit de la distinction qui lui a été décernée par l'ANPS, l'Association nationale de la presse sportive, avait désigné Amicenne comme meilleure sportive de l'année 2011. Un extrait de l'entretien qu'il a accordé à Massour Sow que nous écoutons. Après, très déçu au niveau sportif, déçu de ne pas avoir pu faire ce que je voulais, parce que je me suis vraiment préparée cette année pour atteindre une finale olympique. Mais bon, après, c'est assez compliqué sur plusieurs points. La préparation elle est difficile quand on n'a pas forcément les moyens qui sont derrière. Il y a eu un manque de suivi, de tout le monde et c'est vrai qu'arrivé au jeu, on a eu une belle récompense. Mais je pense que cette prime elle est arrivée trop tard parce qu'on ne l'a pas eu pour notre préparation, donc on ne pouvait pas décrocher l'or sans avoir les moyens derrière. Donc ça, j'étais très déçue. Et c'est vrai que c'est dommage pour l'ensemble des sportifs sénégalais. Je pense qu'on a autant de qualité qu'eux. Peut-être je pense qu'eux se préparent mieux. Ils ont un meilleur suivi, un meilleur soutien derrière que nous, on n'a pas malheureusement. Et c'est dommage, quoi. Ravi et puis fier, quoi, d'avoir eu cette distinction. C'est vrai que j'avais reçu un appel d'Omar Loum, qui est ancien athlète du Sénégal. Et il m'a annoncé que justement que j'avais eu le titre de Lion d'or, je crois. Et du coup, je lui ai demandé mais c'est quoi Et il m'a dit que j'ai été élue meilleure sportive sénégalaise.
Et c'est vrai qu'avoir cette distinction avec tous les grands sportifs qu'il y a au Sénégal, c'est énorme. Je trouve ça énorme. Et nous passons au basketball avec la 5e journée du championnat national qui se joue ce week-end. Une journée marquée par pas moins de 4 chocs au programme. Vous allez découvrir le tableau de cette 5e journée d'abord chez les hommes avec le Dakar Université Club qui reçoit Louga Basket Club à Marius Ndiaye, Douane Rail ensuite et puis dimanche HLM Basket Club contre Bop, c'est un derby. Saint-Louis Basket Club UGB aussi le derby du Nord, c'est à Saint-Louis. Et du côté des dames, il y a Bop qui joue contre Ziguinchor et puis Kayor contre Mbour Basket Club. C'est à Mbour le derby quessois. À Saint-Louis, UGB Sibac et Saint-Louis Basket Club JA. Et pour boucler la boucle avec les dames dimanche, un choc Diaraf Ville de Dakar au stadium Marius Ndiaye. Et nous revenons sur les premières images des demi-finales du tournoi du Parlement. Avec l'affiche de la finale entre Djambar et HLM dimanche à 17h. Vous le voyez, c'est le dernier tir victorieux de Seydina Mohamed Boy de l'équipe des HLM. Ce tir a permis à son équipe de se qualifier pour la finale. Et pour la seconde demi-finale, c'est Djambar qui marque, regardez ce but de Ousseynou Ndoye qui permet au Djambar de se qualifier pour la finale. Et Thierno précisait que le tournoi du Parlement ouvre officiellement la saison de football au Sénégal. D'ailleurs, le tirage au sort du championnat national aura lieu ce samedi. Cette saison, les clubs ont retenu la formule d'une poule unique avec donc 16 équipes. Et pour ce qui est de la Ligue 2, ce sera une formule de poule de 8 équipes. Et Tierno, on enchaîne directement sur les annonces. La finale du Parlement dimanche à 17h à ne pas louper entre Djambar et HLM. Et en levée de rideau, il y a la petite finale entre Tenguech et le champion en titre du Sénégal, le Casa Sport. Et puis le dopage, l'Organisation nationale antidopage du Sénégal qui organise une session de formation ou de sensibilisation à Kaolack ce samedi sur les méfaits du dopage, une formation destinée à une trentaine de sportifs venus de Kaolack, Fatick et Diourbel. Et elle sera animée par le professeur Fallou Cissé, par ailleurs président de l'ONATS Thierno. C'est fini pour ce soir? C'est fini. Rendez-vous lundi dans Kenkeliba et vendredi prochain pour un autre week-end sport. Merci, c'était tout pour ce grand journal. Merci de vous intéresser à ce que nous faisons. Bonsoir, à demain soir.